Oui, mais maintenant on n'a plus le temps, ça y est, et la bataille est commencée. C'est la bataille décisive, la bataille où l'on veut faire un bloc civilisationnel avec les États-Unis d'Amérique, où nous sommes d'une part le fourgon de l'OTAN pour participer à ces entreprises bellicistes, et ensuite où nous sommes les fournisseurs, pourvoyeurs de marchés et de marchandises à leurs normes, avec leur manière de vivre qui n'est respectueuse ni des êtres humains, ni de la nature. La bataille est commencée, mes amis. À bas les hypocrites qui disent, comme le disent ces têtes de liste socialistes, la négociation ne fait que commencer. Menteurs! Elle dure depuis 1996. Nous en sommes au 5e round de rencontres officielles sur un mandat de négociation que vous avez gardé secret. Menteurs, il n'en reste plus que 2. Vous avez vu le texte que notre camarade Chassaigne a déposé devant l'Assemblée nationale et qui va être demain soumis au vote. Et le texte de Chassaigne disait on arrête immédiatement de négocier parce que c'est une honte de négocier avec des gens qui nous espionnent. Et nous ne voulons pas de tribunaux d'arbitrage. Et que font les mêmes qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils combattent bravement cette affaire? Ils retirent tous les angles aigus. Et au lieu de dire nous ne voulons pas de tribunaux d'arbitrage, ils disent nous félicitons la Commission d'avoir organisé une consultation publique. Voilà le genre d'hypocrite auquel vous êtes confrontés. Ne l'oubliez jamais, les gens. Ils vont endormir. Mais il y a une chose que vous devez savoir, c'est que chaque député, femme ou homme, que vous allez élire, ce n'est pas la peine de commencer avec une discussion interminable sur le mode d'Europe qu'il veut faire ou pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir si nous allons être tous les deux à lever la main contre, ou bien si je serai seul, ou bien si nous n'y serons pas. Parce que tous les autres, ils voteront pour. Tous les autres vont recommencer la comédie de « Ah, ben c'est un petit peu moins pire que ce que ça aurait pu être pire que si ça avait été meilleur. » Et vous êtes là, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est comme pour les travailleurs détachés, ils l'ont avalé. Comme l'inscription de toute l'Europe dans les politiques de l'OTAN, ils ont tout avalé. Tous, sans exception. À commencer par la Madame Le Pen qui fait la brave, pousse des cris de putois et ensuite oublie de lever la main au bon moment. Sur les travailleurs détachés, elle a dit c'est un crime. Et au moment de voter, que fait-elle face au crime, Madame Le Pen? Elle s'abstient. Et pendant ce temps, son papa et son porte-serviette, M. Gollnisch, ils lèvent la main tous les deux, ils sont pour. Voilà qui sont ces gens. Et je vous passe les autres parce que sinon, on va se fâcher avec la terre entière. Et voici que ces socialistes viennent me dire tout d'un coup « Ah oui, mais vous comprenez, n'est-il pas temps de nous battre pour que les États-Unis appliquent enfin les normes de l'Organisation internationale du travail ?» Ah ah, vous le prenez comme ça. Moi aussi, tiens, j'y ai pas pensé. Parce que, paraît-il, nous avons des valeurs communes, alors il est nécessaire qu'on échange. Imaginez-vous qu'on vous dise on vous propose un grand marché unique avec la Chine. Pourquoi pas? Vous voulez faire des sauts? Quoi, la Chine? Quel régime? Quelle méthode? Quelle brutalité? Nous n'avons pas les mêmes valeurs communes. Ah, peut-être bien. Mais alors, si vous voulez demander aux Nord-Américains d'appliquer les normes du BIT, vous entendez, le BIT, c'est le Bureau international du travail. Vous autres, les gens, vous ne le savez pas. Je vous régale de la liste en vitesse, sinon on n'en finit plus. Alors donc, nous allons faire un marché unique avec des gens qui ont des valeurs communes comme nous, mais continuent à pratiquer la peine de mort dans 34 États sur 50. Entretiennent des prisons secrètes de la CIA pratiquant enlèvement et torture dans toute l'Europe. Maintiennent une prison de Guantanamo ouverte illégalement depuis 12 ans. Refusent de signer la convention d'interdiction des mines antipersonnelles qui produit 5000 civils tués chaque année, qui est le record mondial des personnes en prison puisqu'ils ont 2,3 millions de prisonniers, soit 1% de la population adulte, 8 fois plus que la France et même 6 fois plus que les Chinois, qui espionnent la terre entière. Alors, si vous voulez que l'accord, nous dites-vous, tête de liste socialiste, soit relié au fait que les États-Unis d'Amérique respectent des valeurs que nous avons en commun, nous pourrions demander aux États-Unis d'Amérique, non pas d'en finir avec tout ce que je viens de dire, ce n'est pas possible, ils ont ça dans le sang, dans leur système. Mais nous pourrions dire, nous vous demandons, États-Unis d'Amérique, d'appliquer la convention qui reconnaît la Cour pénale internationale.
Nous pourrions vous demander d'appliquer la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Les États-Unis ne l'ont pas signée. La Convention internationale pour les droits des handicapés, les États-Unis ne l'ont pas signée. Tous ces gens-là sont concernés par la production des objets, du travail. Nous pourrions demander aux États-Unis de signer la Convention de l'ONU sur la biodiversité. Ça a quand même un rapport avec ce qu'on est en train de faire, non? Les États-Unis ne l'ont pas signé. Nous pourrions leur demander de ratifier le protocole de lutte contre l'effet de serre de Kyoto. Ils ne l'ont pas signé. Nous pourrions leur demander de reconnaître, pour nous faire plaisir, l'Organisation internationale du vin. Ils en sont sortis. Et quant aux normes sur les droits des travailleurs, puisqu'il paraît que nous allons négocier au mieux de nos intérêts, alors il faudra que les États-Unis d'Amérique ratifient 6 des 8 conventions fondamentales qu'ils n'ont pas signées, dans la joyeuse compagnie de grands États comme l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Iran, la Chine non plus n'ont pas ratifié. Ce sont les conventions sur les libertés syndicales, la protection du droit syndical, la Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Convention sur l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, la Convention concernant la discrimination, la Convention sur l'âge minimum du travail. Bref, vous m'avez compris, rien de tout cela ne sera négocié. Et pourtant, tout cela, cela contribue directement à la production des objets et des marchandises qui vont entrer en relation de l'une à l'autre des rives de l'Atlantique. Et puisqu'ils ont posé le problème, demandons-leur alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Et puis l'autre là, qu'est-ce qu'il compte faire? Je parle du président de la République. Non mais c'est incroyable, il y a une élection qui a lieu dans 3 jours, il y a un sujet énorme qui apparaît dans le débat, que les médias eux-mêmes accompagnent et mettent en scène, et ça nous rend service, vous le savez bien, parce que ça rend le débat possible. Et à quoi il joue, lui? Au Lego, avec les cantons, les régions. Alors il réforme la réforme. Il avait fait une réforme, ils se sont pelés à mort, elle est à peine finie, alors on va en faire une autre. On réforme la réforme, voilà à quoi il s'occupe. Mais qu'est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, de ce traité qui se prépare? Non, il l'a dit. Il a dit dans un journal, c'est une formidable opportunité. Il a été signé ça avec M. Obama. Ah bon? C'est une formidable opportunité? Ben viens l'expliquer. Accepte d'en débattre. Tu n'es pas notre roi. Tu es juste le président de la République d'un machin que nous désapprouvons absolument et totalement, qui est cette monarchie républicaine que nous avons en France. Tu n'es pas notre roi. C'est toi qui vas signer à la fin. Alors, président de la République, viens nous expliquer pourquoi c'est une opportunité. Et viens dire à ceux-ci, les Français, du point de vue de leur intérêt commun, puisqu'ils vont voter dimanche prochain et désigner les députés qui vont représenter la France au moment suprême où il faudra dire oui ou non au grand traité. Viens leur dire pourquoi ils doivent voter pour les députés qui sont partisans du grand traité. Parce que lui, François Hollande, il est partisan du grand traité. Et il ne dit pas comme ces têtes de liste, nous n'en sommes qu'au début, il dit « Ah, il faut aller vite ! La rapidité n'est pas le problème, c'est la solution. » Je vous le cite tel qu'il a parlé. Parce que sinon, il va y avoir une montée des angoisses. Ce n'est pas un président que vous avez, c'est un anxiolytique. Il a peur que vous ayez peur. Mascarade. Alors, comme ils ne veulent pas parler de cela, nous avons le droit de leur poser la question. Monsieur le Président, il va se discuter un traité pour un marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Appelez-vous les Français à se rassembler pour ce traité ou contre? Vous nous direz peut-être, suivant l'habitude que nous connaissons, on verra d'après ce qui se présentera, qui revient comme d'habitude à vous signer des chèques en blanc. Mais n'y a-t-il pas des lignes rouges? N'y a-t-il pas une chose au moins qu'un Français plus qu'un autre dira? Non, nous n'accepterons jamais les tribunaux d'arbitrage. D'ailleurs, l'Assemblée nationale l'a déjà voté. Nous n'accepterons jamais les tribunaux d'arbitrage. Voilà ce qu'il faut dire, président Hollande. Pas tortiller autour de la question. Et puis, nous sommes les Français, et animés d'un idéal, d'habitude, paraît-il, républicain.
Est-ce que le président de la République française ne devrait pas être celui qui dit « S'il y a un projet de traité, alors je propose qu'il y ait un référendum dans toute l'Europe, oui ou non, pour fusionner l'Europe avec les États-Unis d'Amérique ?» Et si rien de tout ça n'est possible, prenez-vous l'engagement, François Hollande, devant les Français, qu'en toute hypothèse, le Parlement de notre pays se prononcera, parce que je vous signale que le commissaire de Gucht est en train de courir d'une officine à l'autre pour faire en sorte que la Cour de justice décide que les parlements nationaux n'aient pas le droit de se prononcer, parce que ce traité étant négocié par l'Union européenne, seule l'Union aurait le droit de le ratifier, c'est-à-dire les parlementaires et la Commission. Voilà de quoi vous êtes menacés. Voilà l'enjeu du vote qui va avoir lieu dimanche prochain. Voilà pourquoi ils s'énervent tellement à parler d'autre chose. Parce qu'ils vous ont vu revenir avec vos crayons, avec vos calepins, en train de noter, en train d'expliquer à l'un, à l'autre, autour de vous. Et que je crois que si on pose la question aux Français, j'ai une idée de la réponse qu'ils feront. Parce qu'ils en ont assez mangé comme ça. Des promesses creuses, des phrases absurdes, des lendemains qui chantent du moment que les marchandises circuleraient toujours davantage. C'est le contraire. La vie des chante tous les jours. Alors ils ont inventé une comédie dont je dois vous parler, croyez qu'il m'en coûte, car j'ai l'impression un peu de me répéter. Comme ils ne veulent pas parler du sujet sérieux, ni prendre d'engagement sur le sujet sérieux, ils parlent d'un sujet qui n'existe pas. Comme ça, ils sont tranquilles. Le président de la République a dit « Ah, pour la première fois, les électeurs par leur vote vont désigner leur futur président de la Commission. » Menteur. Ce n'est pas vrai. Le texte du traité de Lisbonne dit que le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, tiennent compte du vote du peuple. Vous êtes contents, les gens? Ça a progressé depuis la monarchie, hein? On va tenir compte du vote du peuple. Et ils essayent de dire, eh bien, alors on a sorti Valls de la boîte, il est venu dire, oui, il y a un grand débat qui partage l'Europe, en quelque sorte. C'est l'opposition entre M. Juncker, chancelier du Luxembourg, de droite, et M. Martin Schulz, social-démocrate. Et c'est donc un vote décisif, dit Valls. Menteur. C'est vrai qu'il y a un problème avec M. Juncker, comme vous le savez. Il est à la tête d'une importante marine nationale qui est passée de 100 navires à 255, quoique le Luxembourg n'est pas à la moindre côte. Mais ce sont des pavillons luxembourgeois qui courent le monde et les mers immenses à la recherche des bienfaits qu'ils pourraient nous ramener. C'est M. Juncker qui a fait de son pays ce que l'OCDE a appelé un paradis fiscal. Et c'est ce type-là qu'il nous propose comme président de la Commission. Pourquoi pas Cahuzac pendant qu'on y est? Sur 100 000 entreprises déclarées dans le duché du Luxembourg, 30 000 ont une activité dans l'économie réelle. Et le reste? Ah, mais vous les retrouvez tous, hein? ArcelorMittal, tous les géants du net économie, Skype, Apple, tout ça, ils sont tous là-bas. On ne paye pas d'impôts, c'est la fête. Ça, c'est M. Juncker. Et de l'autre côté, il y a M. Schulz, Martin, président du Parlement européen, à la faveur d'un tourniquet, un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche, un coup c'est la droite, un coup c'est les sociodémocrates, un coup c'est je t'ai vu, tu m'as pas vu, je te retrouve. Ils se partagent le poste. Et pas que celui-là. Ces gens gouvernent l'Europe ensemble. M'entendez-vous? Ils la gouvernent jusque dans les détails ensemble. Il y a 7 commissaires sociodémocrates, dont celui à la concurrence, qui est l'espagnol Almunia, sauf erreur, du PSOE, qui sont dans la Commission. Il y a 16 pays sur 28 qui sont gérés par les socialistes et la droite ensemble, dans un même gouvernement. Et M. Martin Schulz est l'incarnation personnelle de cette collusion, parce que lui, son parti est membre du gouvernement de Mme Merkel. Et lui, personnellement, Martin Schulz, est l'homme qui a écrit le paragraphe sur l'Europe que contient le gouvernement de Mme Merkel et sur lesquels sont entendus les socialistes et Mme Merkel. Autrement dit, ce que cet homme incarne,
c'est Madame Merkel et ce qu'elle est prête à supporter, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà la mystification qui vous est proposée. Peut-être le savez-vous déjà, peut-être m'avez-vous entendu hier en parler. Moi, je me suis renseigné auprès d'eux en allant chercher ce qu'ils avaient dit l'un de l'autre. Monsieur Martin Schulz, à propos de Juncker, celui de droite. Que pensez-vous de Monsieur Juncker, Monsieur Schulz de gauche? Réponse: je ne sais pas ce qui nous distingue. 9 avril 2014. Monsieur Juncker, que pensez-vous de Monsieur Schulz? La campagne ne peut pas consister à pointer des différences là où il n'y en a pas. Nous sommes, dit Monsieur Juncker, nous sommes sur la même ligne. Ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est lui qui le dit. Et pendant ce temps, on vous aura organisé la comédie du vote décisif, le seul argument qu'ils aient à mettre sur la table, c'est-à-dire le vote utile, essayer de reprendre la comédie infantile qu'ils nous jouent à chaque élection en France. Tout ceci est un mensonge. Vous ne votez pas pour ou contre M. Schulz, le progrès, et M. Juncker, la réaction. Vous votez entre le choix qui consiste à dire il faut rompre avec cette Europe et la refonder, ou bien continuer à donner raison à ceux qui l'ont amené jusqu'à ce point d'impasse. Voilà quel est le sens du vote. Si vous nous élisez tous les deux, il n'y a pas de surprise. Quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, quoi qui ait été négocié, nous ne voterons jamais le grand traité transatlantique parce que nous ne croyons pas à ce modèle de civilisation. Jamais. Dans aucun cas, aucune circonstance, ni elle ni moi ne voterons ça. Nous ne voterons jamais un seul texte de libéralisation. C'est pourquoi vous savez très bien que cette élection va avoir un impact sur les événements français. Vous savez très bien qu'après qu'on ait nommé M. Valls, qui est la personnalité la plus à droite disponible dans le gouvernement, dans le Parti socialiste, pour, paraît-il, répondre au déficit de confiance qui s'était manifesté dans l'élection municipale, et qu'à peine élu, la moitié du gouvernement fiche le camp, je veux dire, la moitié de la coalition, ce sont les écologistes. Et vous savez comme moi qu'ils ne sont pas sortis pour y retourner parce qu'on ne descend pas d'une ambulance pour monter dans un corbillard de son plein gré. By bringing together the European business community, political leaders from the European Union and beyond, senior diplomats, regulators, academics, and other economic actors, the European Business Summit plays a key role in supporting Europe's large entrepreneurial potential. The benefit for me and my people is actually that we meet all the important government officials, all our colleagues from other sectors, business leaders, all in just 2 days here in Brussels. Where else do you actually find all the commissioners grouped in one event? And it's an important moment to work together and to prove together that it's possible to have a better growth and maybe to go to new jobs creation in Europe. Honestly, I think that it brings together very cleverly a combination of very high senior policymakers with business. We are very positive about the European Business Summit because it's a huge opportunity to meet people and to discuss some very important issues for business in Europe. Given the challenges Europe is facing to exit this crisis, there's no other solution than more growth. I think that we are living challenging times for the moment, and I think it's a very good opportunity to exchange views and to come to a better understanding of our problems, to have a better impact on politicians. I think this summit takes place in a particularly important point for Europe, and the key topics is really how to
gain back competitiveness for Europe. It's a very important event. I'm fully confident that it's going to be a very big event with big results. We have here many direct contacts with political leaders, President Van Rompuy, President Barroso, and quite a high number of commissioners, so we have a platform to exchange our thoughts and ideas. I feel it's very impressive for the extent of the attendees. Our internal market, our industries, our small and medium-sized companies. I look forward to next year's European Business Summit, when I hope you'll have the occasion to see real progress coming from the actions taken at European and at national level.